Bonjour à tous, je suis Nathalie Boyer. On va commencer cette conférence dans quelques secondes. Vous m'entendez bien ? Voilà, alors quelques mots sur Auré en attendant que tout le monde finisse d'arriver, qui organise cette conférence sur Paris 2024. Alors pourquoi Auré ? D'abord parce qu'on est membre du comité de transformation écologique des JO 2024. Georgina en parlera peut-être dans son intervention. Georgina étant la directrice excellente et d'excellence des JO. Donc, Auré est un réseau multi-acteurs de 200 membres et nous œuvrons sur l'économie circulaire, la biodiversité, le reporting RSE et l'ESG. Mais on n'est pas là pour parler d'Auré, on est là pour parler de sport. Et cette conférence s'appelle... J'entends quelqu'un, mais non. Cette conférence s'appelle Paris 2024, grâce à la sobriété, l'innovation et l'audace, comment initier une nouvelle ère à l'occasion de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. On n'a pas réussi à faire plus court, on a essayé. Et pour faire cette conférence, donc j'ai un quatuor féminin qui va me rejoindre. Donc j'appelle Georgina Grenon, qui est directrice, comme je vous l'ai dit, de l'excellence environnementale des JO. J'appelle Elisa Yavchit, c'est pas le nom le plus facile, Elisa, hein, qui est la directrice générale des canaux. J'appelle Catherine Lescure, qui est directrice communication RSE chez Enedis, et Cécile Semeriva, qui est directrice innovation chez Citeo. On a un garçon, mais il n'est pas avec nous physiquement, c'est Riyad Salem. Il est à Londres, il est en train de faire un championnat de rugby fauteuil. Riyad, j'espère que tu nous entends et j'espère qu'on pourra t'avoir en duplex par Zoom tout à l'heure. Donc on va commencer. Je vous entends. Tu nous entends ? Super. Bienvenue Riyad. Donc on va commencer cette conférence. Alors vous n'êtes pas sans savoir que le sujet de l'impact environnemental du secteur sportif est un peu d'actualité. Hein. C'est un sujet à polémique. Il y a une véritable attente du public, des politiques pour la mise en place de changements vers la transition écologique des acteurs de ce secteur qui prennent conscience de leur devoir d'exemplarité. Alors peut-être pas tous les sports encore, mais on va peut-être y arriver. C'est dans ce contexte que va se jouer la préparation des JO. On en est à la 33e édition des Jeux olympiques et paralympiques à Paris 2024. Et c'est quand même le plus gros événement sportif mondial. Alors quelques chiffres, Georgina, tu me diras si sont corrects, pour que vous voyez l'ampleur de cet événement sportif. On attend 207 pays, 1500 athlètes, 15 000, tu vois, à chaque fois on oublie des zéros, c'est tellement énorme que... 15 000 athlètes, 25 000, c'est bon, journalistes accrédités, 600 000 personnes pour la cérémonie d'ouverture et 4 milliards de téléspectateurs. Donc des chiffres conséquents qui nous rappellent l'ampleur de cet événement et l'importance d'avoir quelques objectifs environnementaux. Alors c'est le cas, vous êtes mis une barre assez haute, hein, vous êtes... stimulés sur les objectifs, donc je vais les rappeler. Ça sera la première édition des Jeux Olympiques qui sera alignée sur les accords de Paris. Vous comptez avoir moins 50% d'émissions par rapport aux Jeux précédents et de compenser le reste des émissions. 100% d'électricité issue de renouvelables, c'est-à-dire 100% des sites raccordés au réseau, mais ça on en parlera notamment avec Enedis. 100% des sites accessibles en transport en commun, mais aussi une stratégie sur les différents métiers de l'événementiel, restauration, évidemment construction, aménagement, etc. Mais tu vas détailler tout ça. Donc Georgina, je vais commencer par toi. Des beaux objectifs, une stratégie, et derrière, comment on met tout ça en musique, comment on engage, surtout qu'on a des acteurs. Hein, il y a beaucoup d'acteurs dans le monde sportif, on a des sponsors, on a un CIO, il faut embarquer tout le monde. Donc, raconte-nous ton chemin vers l'excellence environnementale. Vaste challenge. Bonjour à tous. Merci d'être là et merci beaucoup Nathalie de l'invitation et d'avoir organisé cette table ronde avec ces dames que j'adore et Riyad, que tu nous entends aussi, on t'adore. Donc c'est un bon moment d'échange. Les jeux, effectivement, ça sont des chiffres qui donnent un peu le tournis. Quand on pense à ce qui va se passer dans un peu moins de 2 ans déjà, ici à Paris et un peu partout en France, parce que ce n'est pas que Paris. Il faut se rappeler qu'on sera aussi dans plusieurs villes comme Marseille pour la voile ou plusieurs villes pour le foot, à Lille aussi. Bref,
Ça seront les Jeux de la France. Et effectivement, nous, heureusement, on n'a pas attendu les polémiques pour se poser des questions sur l'impact environnemental et climatique. Paris 2024 a fait, depuis la candidature, un enjeu essentiel, une partie de notre ADN. Et d'ailleurs, sans ça, il n'y aurait pas les Jeux, parce que tout simplement, on n'aurait pas eu les soutiens pour le faire. Donc c'est important de les savoir. Ce n'est pas une couche qu'on vient rajouter, ce n'est pas quelque chose de plus qu'on fait, c'est inhérent à l'existence même de ces Jeux en France. Et tu le disais, Nathalie, pour commencer, les premiers Jeux alignés avec l'accord de Paris. Ça voulait dire réduire ces émissions de 50% et puis faire une contribution climatique à la hauteur des émissions qu'on n'aurait pas pu éviter ou réduire. C'est énorme, je veux dire, de se dire, et comme on s'était dit en 2015, 2016, 2017, au moment de la formulation de la candidature, qu'on allait les faire en 2024. La plupart des entités qui vous entendez avoir des engagements climatiques de ces gens, ils les font en 2030, peut-être en 2050, mais jamais en 2024. Vous avez un peu une idée du challenge en question. Et évidemment, pour atteindre de tels objectifs, il a fallu commencer très tôt, il a fallu prendre des décisions très structurantes pour ces Jeux. Et c'est une question qu'on me pose souvent, c'est vous allez faire comment? Et en fait, ça a commencé par la conception même de ces Jeux, en évitant de construire. On a décidé d'utiliser 95% d'infrastructures existantes ou temporaires, ce qui réduit de façon assez conséquente la quantité d'émissions par rapport à des éditions précédentes qui construisaient entre 8 et 10 stades ou infrastructures sportives, par exemple. Mais surtout, il était question de ce qu'on allait construire, de les construire utiles. Il fallait que ça rende service, que ce soit quelque chose de nécessaire. Et en plus, que ce qu'on allait construire soit le plus bas carbone possible. Donc, bientôt, vous allez savoir plus sur les villages. Vous allez commencer à les voir dans les images à la télé, comment les villages sortent de terre, les centres aquatiques, qui est en face du Stade de France. Si vous y passez, vous allez voir, il a une structure en bois. Donc, on a beaucoup joué sur les matériaux, donc beaucoup de bois, avec des immeubles jusqu'à 8 étages en bois, avec les recyclages de matériaux. Et on va voir le poids de l'économie circulaire dans cette aventure, elle est vraiment importante. Et ensuite, on a utilisé aussi de ciment bas carbone, des choses comme ça. Donc, tout ça pour dire que, pour avoir une stratégie climatique, le plus important, c'est d'éviter et de réduire. C'est ce qu'on a cherché à faire depuis même la candidature. Et c'est après tout un travail sur chacun des postes associés au jeu, que ce soit l'énergie, la restauration, les transports. Quelques exemples. Donc, tu le disais, l'énergie, 100% des sites raccordés au réseau. C'est une première dans l'histoire des Jeux. Ça, Enedis en parlera mieux que moi, mais c'est un effort collectif, je veux dire, parce que pour réussir à faire ça, on ne pouvait pas le faire tout seul. On a besoin de nos partenaires. C'est le cas, justement, du travail avec Enedis, comme le cas avec le travail avec EDF, pour que, justement, ces électrons qui vont nourrir, qui vont alimenter nos sites, soient 100% renouvelables. Tout ça, ce sont des efforts considérables et aussi un changement de paradigme par rapport au modèle de l'événementiel. L'événementiel a l'habitude de travailler avec de l'éphémère, de faire appel à des infrastructures d'énergie temporaire qui sont à date très carbonées. Donc, il était question justement de changer ces modèles. Sur la restauration, c'est un peu pareil. On a l'habitude, vous allez au stade, nous on va au stade voir un match, voir un concert aussi. Hein. La culture est un peu sur le même pied d'opportunités comme celle que nous exploitons pour Paris 2024. Vous souhaitez vous restaurer, qu'est-ce que vous avez comme choix? Voilà. Nous, il a été question de challenger complètement les modèles de restauration. Et c'est dire, pour nos jeux, en moyenne, un repas aura la moitié d'impact carbone qu'un repas moyen français. Et surtout qu'un repas moyen des jeux précédents. Pas simple. C'est un challenge aussi de tous les jours de travailler avec nos prestataires, sachant que les athlètes, on ne peut pas trop les chatouiller parce qu'ils aiment bien
Et d'ailleurs, on a un cahier des charges, vous pouvez vous imaginer, pour répondre à 207 pays, à toutes les différences et divergences culturelles, religieuses, nutritionnelles par rapport au sport. Et ben, nous, on vient rajouter sur le fait de faire tout ça de façon durable, en tout cas les plus durables possibles. Et pour ça, on a fait une consultation. Ça nous a pris presque 2 ans de travail de consulter l'ensemble de la filière restauration française. Donc, ça va des agriculteurs jusqu'à la méthanisation ou le compostage. Donc, on a vraiment traité l'ensemble de la filière pour savoir qu'est-ce qu'on était en mesure de livrer en plus durable en été en 2024, sachant qu'on a pas moins de 13 millions de repas à servir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la quantité, même les événements les plus responsables auxquels vous avez pu assister, des concerts ou des festivals, jamais ils ont à livrer 13 millions de repas en 2 fois 15 jours. Donc c'est un défi logistique de taille. D'ailleurs, c'est l'opération logistique la plus complexe au monde en temps de paix. Voilà. Donc, essayez de faire ça de façon durable. Voilà les types de challenges. Et voilà pourquoi aussi on a besoin de partenaires qui jouent les jeux, qui s'engagent. C'est le cas aujourd'hui des Sodexo, par exemple, qui va opérer les villages des athlètes et qui nous suit sur cet objectif à la fois de réduction d'impact carbone, un objectif aussi de réduction de plastique à usage unique, avec 50% de moins de plastique à usage unique que dans les éditions précédentes. Engagement que Coca-Cola a confirmé hier aussi lors d'une conférence de presse. Voilà. Là encore, nos partenaires à nos côtés, ils se challengent pour trouver les solutions pour pouvoir répondre à ces ambitions. Oui, tu fais évoluer les sponsors quand même. Je pense qu'après, derrière, tu fais évoluer les sponsors en cherchant... Écoute, on évolue tous ensemble. Ouais. Je veux dire, c'est pas nous, c'est l'esprit collectif, c'est aussi l'esprit des jeux. Ouais. Je veux dire, les athlètes, à chaque édition des Jeux, ils se dépassent. Ils font chaque fois mieux qu'avant. Donc, nous, on souhaite que nos Jeux, forcément, ils fassent mieux que les précédentes. Et pour rien vous cacher, moi, j'espère que les suivantes, ils feront encore mieux. En matière de durabilité, c'est dans ce sens-là que ça va. Donc, et c'est d'ailleurs pour cela qu'on travaille déjà avec les organisateurs de Los Angeles, de Brisbane, aussi en 32, de Milano Cortina en 2026, pour les Jeux d'hiver, pour leur partager toutes ces meilleures pratiques, tout ce qu'on aura pu faire, tout ce qu'on aura pu avancer, et même les idées qu'on n'a pas pu réussir à mettre en place pour qu'eux, peut-être, ils le fassent. Donc, il y a un esprit à la fois des compétitions, mais aussi des coopérations et des synergies avec l'ensemble du mouvement olympique. Tu parlais du CIO, le comité olympique international et aussi le comité paralympique international. On travaille beaucoup avec eux pour que, justement, tout ce qu'on est en train de mettre en place soit pérennisé comme des solutions pour des Jeux suivantes. Et notamment, il y a un point très important avec les autres organisateurs, c'est les infrastructures temporaires. Vous savez, je disais, dans l'événementiel, on a beaucoup l'habitude, c'est un des plus linéaires des filières. Ils ont l'habitude de construire, se servir, et puis c'est assez fréquent dans le monde de l'événementiel. Nous, on a cherché, on est en train à faire de ces jeux des jeux beaucoup plus circulaires. Et pour faire des jeux circulaires, il faut travailler sur la façon dont on conçoit déjà nos infrastructures, dont on conçoit nos services, et puis comment faire en sorte d'inclure la deuxième vie déjà, même dans le design de l'objet. Et c'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle en bon français un Sustainable Design Guide, donc c'est le guide de conception des structures temporaires, qui est une grande première dans l'histoire des Jeux aussi. Il n'a jamais été question de faire quelque chose de pareil, dans lesquels on se pose énormément de questions et on donne aux architectes beaucoup de challenges. Est-ce que vous avez vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin d'autant de mètres carrés? Est-ce qu'on a vraiment besoin de moquettes? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser un tel type de matériaux, tel type de matériaux? Et tout ça, en fait, avec des exemples concrets, avec des solutions concrètes, fait évoluer la mentalité. Dans les premiers cas, vous pouvez déjà les visiter, c'est les grands palais éphémères. Il est en face de l'école militaire. Et si vous regardez, c'est une structure en bois, comme une espèce de capla géant, qui a la possibilité de se faire démonter et remonter par ailleurs, et d'ailleurs par morceaux. Donc il y a tout un principe d'économie circulaire, au-delà des matériaux choisis, qui sont des matériaux plus bas carbone,
mais tout un principe d'économie circulaire qui est inclus. Donc, voilà, vous m'entendez parler beaucoup d'économie circulaire. Ce n'est pas juste pour faire plaisir à Nathalie et à Auré, mais c'est vraiment parce que c'est au cœur de notre démarche. On ne peut pas avoir une démarche sérieuse en matière environnementale si on ne se soucie pas du climat, si on ne se soucie pas de l'économie circulaire, et bien sûr, si on ne regarde pas aussi nos impacts sur la biodiversité. Nous sommes sur des sites temporaires, Sylvie aussi. Nous sommes sur des sites temporaires, mais aussi de quelques constructions permanentes. Et il était très important pour nous, déjà, de respecter, bien entendu, la réglementation. Mais pour ceux qui s'y connaissent dans la salle, vous savez autant que moi que la réglementation elle est très forte pour les sites permanents. Dès que vous voulez construire un immeuble, vous voulez construire un stade, il y a tout ce qu'il faut. Dès que vous voulez construire quelque chose de temporaire, la réglementation n'est pas au rendez-vous. Donc, c'est pour ça qu'on s'est imposé en fait, une méthode qu'on a créée pour nous, mais qu'on met à disposition aujourd'hui de tous les acteurs qui le souhaitent, et notamment de l'IUCN, donc parce qu'on l'a partagé au Congrès mondial de la nature. C'est la première fois où les sports étaient invités à parler biodiversité. Et on a pu partager cette méthode pour faire en sorte qu'on analyse à chaque fois en amont les impacts potentiels sur la biodiversité et on puisse donc formuler des recommandations pour protéger, préserver et on espère révéler aussi la biodiversité des sites qui vont accueillir les épreuves en 2024. Donc, je vous ai fait là un panorama assez général. Il y a quelques autres sujets très importants pour nous, pour la livraison spécifique des Jeux. Vous imaginez bien les transports. Les transports, il y a le fait de venir en France, mais aussi d'aller à chaque site. C'est pour ça qu'on a choisi des sites qui sont tous accessibles au transport en commun, pour permettre, et surtout pour encourager les spectateurs à utiliser les transports en commun. Et ça fait plusieurs années qu'on travaille déjà avec la RATP, par exemple, sur comment matcher les services pour être sûr que l'ensemble de nos sites vont être bien servis, bien desservis au moment des Jeux. Il est aussi question de numérique. Nous générons beaucoup d'informations, beaucoup de data. Pour vous donner un ordre de grandeur, les data pèsent aujourd'hui dans nos estimations carbone entre 6 et 7%. Donc, c'est vraiment pas neutre. Donc, gros effort pour maîtriser nos impacts, notamment nos impacts carbone, associés à la génération de data et l'utilisation des équipements électroniques. Et puis, et ce n'est pas les dernières des soucis, c'est tous les objets qui sont vendus sous licence. Donc, un énorme travail aussi pour accompagner nos licenciés vers des produits plus innovants, des produits dont les packaging adressera un certain nombre de questions. Et c'est pour ça qu'on a créé, par exemple, des guides, des packaging responsables, donc d'emballage responsable, qu'on met à disposition de tous nos licenciés pour s'inspirer, pour travailler sur de nouvelles pratiques. Là, je vous ai donné un panorama en fait, des différents aspects qui constituent aujourd'hui notre programme pour la réussite de nos ambitions environnementales et climatiques pour le jeu. Bien entendu, on ne les fait pas tout seul. C'est quelque chose qu'on fait en équipe. Moi, j'aime bien dire que la durabilité, c'est un sport collectif. Donc, on ne peut pas travailler seul. On doit travailler en équipe. Et c'est un travail notamment avec les territoires qui nous accueillent. C'est un travail de tous les jours ici avec la ville de Paris, avec la région Île-de-France, avec la ville de Marseille, avec Tahiti aussi, qui va accueillir les épreuves de surf. Et c'est un effort aussi avec les partenaires. On le disait tout à l'heure, on ne peut pas challenger notre modèle, on ne peut pas innover si on ne cherche pas des solutions auprès de ceux qui savent les faire, qui savent les livrer, et qu'on espère vont pérenniser ces solutions à la suite des Jeux. Ça fait partie aussi de l'héritage des Jeux. Dans tout ce que je viens de vous dire, il y a aussi les personnages peut-être essentiels à ces Jeux, c'est les athlètes. Donc, ils seront nos meilleurs ambassadeurs. Vous avez vu, effectivement, les polémiques la semaine dernière, le pouvoir des athlètes pour communiquer quelque chose, dans un sens comme dans l'autre. Donc, pour nous, ça sera très important de travailler avec les athlètes, déjà pour qu'elles puissent mettre en valeur
ce que nous avons pu réaliser ensemble et aussi devenir nos meilleurs ambassadeurs, pour le coup, le remporter à la maison et que ce soit quelque chose que tout le monde, on espère, gagnera de venir à Paris 2024. Eh bien, merci Georgina, on peut l'applaudir pour ce grand panorama. Pour assister à quelques réunions, je vois combien ça avance et ça avance vite. Et puis vous inventez beaucoup aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'existent pas. Donc il y a tout un pouvoir d'innovation de ces jeux. Tu n'as pas parlé des achats, mais on en parlera avec Elisa, parce que là aussi, je sais qu'il y a beaucoup de choses sur les cahiers des charges qui sont importantes. Mais on a parlé carbone, on a parlé climat, donc on va parler d'énergie. Alors, je vais passer la parole à Catherine Lescure, qui est directrice de communication RSE chez Enedis. Si tu peux juste dire ce qu'est Enedis pour voir d'où tu viens, où tu vas. Alors, Enedis, c'est les petites voitures bleues ou les camions que vous croisez très souvent sur les routes. Alors, vous les voyez, vous faites plus souvent attention à eux quand il y a des incidents climatiques. Et malheureusement, le changement climatique fait qu'il y en a de plus en plus. Donc, voilà, c'est nous qui intervenons sur le réseau de distribution d'électricité. Donc, on intervient pour le compte des collectivités locales. On est un service public, on est présent sur 95% du territoire français et on a 38 000 salariés qui sont au service de cette transition écologique, puisque le réseau de distribution, il alimente 37 millions de clients français, mais il vient aussi raccorder toute la production des énergies renouvelables, donc de plus en plus diffuse sur l'ensemble du territoire français, et puis également connecter toutes les bornes de recharge électrique qui sont elles aussi en train de se déployer sur le territoire français. Il y en a à peu près 1 million maintenant. Et puis tous les usages de l'électricité, puisque vous savez que l'électricité, c'est a priori l'énergie de l'avenir, peu carbonée et qui va venir se substituer de plus en plus aux énergies fossiles. Voilà, donc on est, voilà ce que fait Enedis, on est supporter officiel de Paris 2024, mais surtout on est, et Georgina le disait, on est engagé aux côtés de Paris 2024 depuis le début de la candidature, donc bien avant qu'on devienne partenaire, parce qu'ensemble, on a décidé que ces jeux pouvaient être un vrai game changer pour que les sites qui vont accueillir des compétitions, donc que ce soit des sites pérennes comme les stades ou les sites provisoires, qu'ils soient raccordés au réseau de distribution d'électricité, donc qui viennent directement être alimentés par des électrons qui sont produits par des centrales, voilà, plutôt bas carbone. Et il faut savoir, et ça personne ne le sait, qu'aujourd'hui, quand il y a un grand événement sportif dans des grands stades et qu'il est retransmis en particulier à la télé, eh bien, évidemment qu'ils ont le réseau électrique dans les stades. Mais le jour des matchs, le jour des grands événements, c'est vrai aussi pour les concerts, eh bien, ça fonctionne avec des groupes électrogènes. Alors, c'est comme si les hôpitaux ne fonctionnaient pas sur le réseau électrique. Alors, ils ont effectivement des backups de groupes électrogènes si jamais il y a un incident, une panne. Mais en premier ressort, aujourd'hui, c'est le réseau qui alimente tous les clients français. Or, le secteur de l'événementiel, par tradition, aussi pour se sécuriser, donc voilà, c'est pas mal ou bien, c'est une habitude qu'il faut qu'on arrive à faire changer. Il s'est habitué à fonctionner sur des groupes électrogènes, et donc le jour où il y a des grands événements, eh bien, par exemple un match de Ligue 1 dans un stade, eh bien c'est 11 tonnes de CO2 qui sont dispersées dans l'atmosphère. Ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'on a une électricité qui est la plus décarbonée d'Europe, en France, donc autant en profiter. Donc on a décidé avec Paris 2024, et on a convaincu le CIO, puisque c'est vraiment une première, d'alimenter l'ensemble des sites. Donc c'est plus d'une trentaine de sites dont l'alimentation en fait va être renforcée. C'est-à-dire on va avoir double ligne, c'est comme si on avait deux routes qui vont alimenter un stade de façon à ce que s'il y ait un problème sur une des lignes électriques, eh bien, l'autre ligne vienne en backup. Et puis, en dernier ressort, il y aura évidemment des backups qui peuvent être des groupes électrogènes. Peut-être certains seront d'ailleurs zéro émission sur la base de batterie. Mais en tout cas, c'est ça le travail qu'on fait aux côtés de Paris 2024. C'est des millions d'euros d'investissement, mais ce sont des investissements qui sont pérennes, puisque derrière, ça va laisser un véritable héritage, puisque
L'idée, c'est que ça change le monde de l'événementiel et que, à partir des investissements qui auraient été réalisés, parce que derrière les stades font eux aussi des gros investissements pour renforcer leur système d'alimentation électrique intérieure. Et donc, derrière, après ces Jeux, on pourra aller dans un stade ou dans un grand événement, par exemple Place de la Concorde. Ce sont des sites qu'on appelle des sites provisoires, où il y a très souvent des événements qui se passent. C'est le cas sur le Champ de Mars aussi, ou au Trocadéro. Désormais, quand il y aura des événements dans ces enceintes, ce sera bas carbone. Donc ça, c'est un super challenge. On a tous nos salariés qui sont hyper engagés dans ce challenge. On y investit, je vous disais, plusieurs millions d'euros. Donc c'est des millions qui vont être rentabilisés dans la durée, puisqu'on fait, nous, des investissements de très long terme. Le réseau électrique, c'est des investissements pour 40, 50 ans. Ça va servir à l'ensemble de la collectivité nationale. Donc je pense que c'est une belle histoire d'héritage, pour le coup, sur laquelle on travaille avec Paris 2024. Oui, donc il y a des bénéfices à en tirer pour le futur, et pas qu'à Paris. Le but du jeu, c'est de diffuser au niveau national. Complètement. Donc c'est le cas aussi sur les enceintes qui vont accueillir notamment le foot. Donc il y a pas mal de matchs de foot qui vont se dérouler en province. Et donc on travaille avec toutes les métropoles pour faire en sorte qu'elles fassent aussi ce travail. Ça pourra servir aussi pour d'autres grands événements, comme la Coupe du Monde de rugby de 2023. Donc là, effectivement, c'est sur l'ensemble du territoire français. Et on pense que c'est vraiment quelque chose de majeur pour qu'on arrive à faire prendre conscience que c'est chacun de nous. Et Georgina le disait, c'est chacun de nous, chaque entreprise, chaque citoyen qui peut apporter sa contribution à une économie qui va être plus décarbonée et aussi plus sobre. On parle beaucoup de sobriété ces temps-ci, ces dernières semaines. C'est aussi une façon de travailler aussi nos efforts de sobriété. Non, c'est petit complément par rapport à ce que tu disais, justement, on est en train d'innover, on est en train de faire des choses que vraiment on n'a pas l'habitude de faire, ni dans l'événementiel, ni encore moins dans le monde de l'olympisme ou paralympisme. Donc, comme le disait Catherine, il a fallu aussi convaincre les CIO, convaincre les broadcasters, ceux qui vont générer des images, qui ont besoin d'avoir la certitude que les images vont être disponibles. Parce qu'aussi une partie des revenus de ces jeux, c'est les images télé. Il faut dire, les jeux sont financés à 98% par de l'argent privé, contrairement à ce que les gens pensent. Donc, si on n'a pas les images télé, on a un vrai problème. Donc, il a fallu convaincre. Et pour ça, on commence à faire aussi des tests très importants. Par exemple, on a tenu la journée olympique au mois de juin. C'était à côté du Stade de France. Et pour la première fois, un événement de cette ampleur, avec autant de monde, c'était ouvert au public toute la journée. Et on a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont passées. Et on n'a pas eu le recours à un seul groupe électrogène. On était en 100% réseau. Ça peut vous paraître anecdotique, mais en fait, pas du tout dans le monde de l'événementiel. On a pu prouver qu'on peut les faire. Et qu'on peut faire confiance à l'Enedis, et qu'on peut faire confiance à nos réseaux, et qu'un événement comme ça, il maintient la règle de sécurité et tout ce dont on a besoin. Donc, voilà, c'est pour vous dire que aussi, ces années ont été des années de construction, sont des années de construction, des tests, pour être au rendez-vous, à la hauteur de tout ce qui va se passer en 2024. Merci Georgina et Catherine. Tu voulais rajouter quelque chose, Catherine? Le broadcast, c'est 25% de la consommation électrique des Jeux, donc c'est énorme. Donc, tu le rappelais avec les chiffres complètement incroyables de ce que sont des Jeux olympiques et paralympiques. C'est des milliers de journalistes, donc derrière, effectivement, des milliers d'heures de télévision. Et pour ça, il y a besoin d'électricité. On a besoin d'électricité un peu dans tous nos usages au quotidien. Et donc, c'est 25% de l'ensemble de la consommation pendant les Jeux. Donc, c'est énorme. Et il y avait effectivement besoin de rassurer tout le monde sur le fait que c'était possible. Merci. On peut aussi applaudir Catherine parce que c'est une belle action. Et je pense qu'on était tous très ignorants du fait que les stades fonctionnaient aux hydrocarbures, pour ne pas les citer. On passe à un pilier que j'affectionne particulièrement, même si j'aime beaucoup l'énergie aussi, c'est l'économie circulaire. Donc, Cécile, donc tu es la directrice innovation chez Citeo. Donc, l'économie circulaire, stratégie très ambitieuse.
On l'a su de près, on pourra en parler un peu plus dans les mois qui viennent, mais il y a déjà des actions qui ont été initiées, que ce soit sur les piliers construction, équipement, achat, enfin, c'est pas que des déchets, mais il y a aussi la question des déchets. On a parlé de l'énergie dans les grands événements, mais qu'on accueille du public, et il y a beaucoup de déchets, notamment des emballages plastiques, par exemple. Et Citeo a signé une convention avec Paris 2024 pour travailler sur ce beau sujet de réduction des emballages. Alors Cécile, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, bonjour à toutes et tous. Juste un mot. Oui, dis ce qu'est Citeo, Voilà. Ça sera peut-être pas mal. Ouais. Un mot sur Citeo. Donc, Citeo est une entreprise qui a pour vocation de réduire l'impact environnemental des emballages ménagers et des papiers, et qui a également comme vocation à engager les citoyens au geste de tri et à accompagner les citoyens sur ce sujet de la sensibilisation au geste de tri. Voilà. Dans le cadre des activités de Citeo, on mène un certain nombre d'actions innovation et ça passe par accompagner les entrepreneurs du changement sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'économie circulaire. Et on a eu la chance, il y a quelques mois, d'échanger avec Georgina et avec toute l'équipe de l'excellence environnementale du COJO pour travailler sur comment on pourrait contribuer, nous, Citeo, sur notre sujet économie circulaire, à utiliser les jeux comme un tremplin pour accélérer ce sujet. Donc, dans le cadre de la convention de collaboration, on travaille évidemment à la facilitation de la prévention des déchets et ça passe par l'éco-conception. C'est le numéro 1. En deuxième axe de notre convention, évidemment, on doit contribuer au réemploi et à tous les travaux sur les contenants alimentaires pour avoir de meilleurs contenants plus adaptés pour éviter au maximum les plastiques à usage unique. Le troisième axe de la Convention porte sur l'harmonisation des consignes de tri lors d'un événement évidemment de renom et tu as cité les chiffres Nathalie en introduction qui sont vertigineux et sur l'harmonisation donc de ces consignes de tri et des dispositifs associés et enfin et non des moindres la sensibilisation et la mobilisation autour de ce geste de tri. Est-ce que tu as des exemples concrets à nous citer ? Oui. Très concrètement, donc on a co-conçu avec l'équipe de Georgina un guide éco-conception à destination de tous les produits de licensing, de façon à ce que dès l'origine, en fait, on pense l'emballage de la manière la plus vertueuse, le produit de la manière la plus vertueuse, avec des experts de chez Citeo, par exemple. Ensuite, sur un autre axe, on travaille évidemment à des expérimentations sur les dispositifs que l'on peut mettre en place. Alors, in fine, peut-être dans le cadre des JO, mais en tout cas pour pouvoir être certain de trouver les meilleurs dispositifs associés au flux de personnes qui arriveront pour voir ce bel événement et voir les athlètes, évidemment. Et enfin, tout ce qui est harmonisation des consignes de tri. Et donc, on a travaillé sur la mise en place d'un groupe de travail avec des collectivités territoriales, évidemment la région, la ville de Paris, Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles, et j'en passe. Les établissements recevant du public, comme la SNCF et d'autres, je citerai d'autres noms, je ne les ai plus là, et puis l'ADEME, bien sûr. Donc, on essaye de travailler, de co-construire ensemble avec un objectif commun, c'est évidemment d'accélérer l'économie circulaire. Vous avez aussi des tests à faire sur des outils de sensibilisation, de communication. Et le Stade de France, vous avez fait pas mal de nudge. Il y avait des ballons de basket pour jeter des bouteilles en plastique. Enfin, vous êtes spécialisé aussi dans la promotion de ce type de campagne. Est-ce que là aussi, vous avez réfléchi pour les JO ? Oui, alors de toute façon, pour nous, l'idée, c'est vraiment d'accélérer cette économie circulaire. Donc tout ce qui est sensibilisation du grand public vers le geste de tri, vers le bon geste, le geste systématique, ça fait partie de notre mission du quotidien. Donc je dirais, voilà, les JO, pour nous, c'est un tremplin pour cette économie circulaire et on essaye de contribuer de la meilleure manière qui soit à ce bel événement. Merci à Citeo et à Cécile, on t'applaudit aussi. Alors on a parlé beaucoup d'environnement, mais on ne peut pas faire des jeux responsables, accessibles, inclusifs sans le volet social. Donc Elisa, tu es la directrice des canaux, mais aussi de ESS 2024. Donc il y a quand même un volet social important que tu représentes assez bien, puisque vous êtes très investi avec le côté insertion au niveau des canaux. Donc est-ce que tu peux nous raconter comment, dans les marchés, vous intégrez les acteurs de l'ESS, puisque vous travaillez sur ce sujet depuis plusieurs années avec les JO ?
Alors oui, comme Georgina l'a dit, depuis vraiment le démarrage, depuis la candidature, l'idée c'était de faire des jeux sobres. Et le professeur Younous, qui est prix Nobel de la paix, c'est le banquier des pauvres, a décidé de soutenir la candidature de la France. Il a rejoint l'association Les Canaux en y mettant ses bureaux et surtout l'équipe de Paris 2024 qui s'appelait, qui était l'équipe de candidature à l'époque, avec l'idée d'aider à ce que ces jeux soient ce qu'il définit lui comme le 3-0, zéro carbone, zéro pauvreté, zéro chômage, et que les jeux puissent montrer qu'ils bénéficient à ça. Et pendant toute la phase de candidature, nous avons, avec Paris 2024, montré que des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des acteurs locaux de l'économie circulaire, portaient des solutions qui pourraient être intégrées justement dans l'organisation de grands Jeux olympiques et paralympiques, et que ça permettrait de faire des jeux sobres et des jeux qui auront un impact économique local et qui auront un impact sur la vie des gens, qui créeront de l'emploi et qui rentreront dans ce cercle de l'économie circulaire. Et puis, grâce à tout le travail qui a été fait, et que cette Paris 2024 a su montrer ça, on a remporté les Jeux pour les réaliser. Et dans la foulée de tout ce qui avait été raconté, Paris 2024 a mis en place un dispositif qui s'appelle ESS 2024, que donc l'association coordonne et pilote avec tous les réseaux de l'économie sociale et solidaire en France et toutes les collectivités, parce qu'effectivement, ces démarches-là sont des démarches extrêmement locales. Et en fait, ce programme ESS 2024, c'est vraiment que dans chaque marché qui va être lié aux Jeux Olympiques, qu'il soit porté par Paris 2024, qu'il soit porté par la Solidéo qui construit le village et le centre aquatique, mais aussi par les collectivités, mais aussi par des acteurs d'ailleurs privés qui vont être amenés à être autour des Jeux. Il y a une réflexion sur est-ce que ça pourrait être une entreprise locale, une entreprise de l'ESS, une entreprise circulaire qui puisse la réaliser. Donc montrer en fait toutes ces solutions aux acheteurs. Et de l'autre côté, accompagner ces entreprises qui ne sont pas toujours très habiles avec les marchés publics, qui peuvent avoir peur d'y aller en se disant je vais investir du temps, est-ce que j'ai une chance, quoi, de leur dire oui, vous avez une chance, on va vous aider à répondre, on va vous apprendre à répondre à des marchés publics pour des jeux de cette ampleur, et ça va vous donner la possibilité de montrer que l'économie sociale et solidaire est capable de faire de l'excellence, est capable d'apporter des services qui vont faire des jeux sobres et des jeux incroyables vus par des milliards de personnes dans le monde entier. Et donc, c'est cette plateforme qui a été créée il y a 3 ans. Quand je dis qu'il y a vraiment tous les réseaux de l'ESS, c'est que derrière, ça a été impliqué tous les réseaux des entreprises du handicap, des entreprises d'insertion, les entreprises, les SCOP, voilà, les coopératives, tout ce mouvement en fait, de l'économie sociale et solidaire, du non lucratif, ou en tout cas d'une lucrativité qui est partagée. Voilà. Et donc, dans chaque marché, il y a cette attention qui est faite. On travaille avec les équipes, évidemment, de l'excellence environnementale, les équipes des achats aussi beaucoup, parce qu'en fait, c'est le travail que porte Georgina et ses équipes. Il faut les convaincre, tous ces acheteurs, que l'excellence est compatible avec écologie et avec solidarité. Et on a déjà des très belles réalisations. Oui, justement, j'allais te demander. Oui, est-ce que tu as des exemples Je pense à la restauration, dans laquelle des acteurs de l'ESS ont été investis particulièrement. Voilà, on a de nombreux exemples, en fait. Il y a plus de 250 entreprises de l'économie sociale et solidaire qui ont déjà remporté des marchés des Jeux. Et c'est vraiment dans tous les secteurs d'activité. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est autant... dans l'imprimerie, une entreprise du handicap qui a gagné des missions d'imprimerie, mais ça peut être dans la restauration, dans le gaspillage alimentaire, ça peut être dans la mobilité. Vraiment, on a c'est Colibri, qui est une entreprise d'insertion qui va faire tous les petits déjeuners des VIP par des gens qui sont très éloignés de l'emploi. Georgina, on peut dire aussi que surtout, y compris par exemple au Pulp, qui est donc l'endroit, votre siège en fait, le bâtiment, à chacune des étapes, on a fait ce travail, et donc il y a des entreprises d'insertion qui sont et du handicap et de l'économie sociale et solidaire qui sont intégrées. Donc toi, tu travailles par exemple avec lesquelles ?
tes chouchous. Voilà, c'est par difficile d'en exemple- citer un parce que tout de suite les autres me disent ah oui et nous. Non, mais là, par exemple, aujourd'hui, dans la restauration, on a Moulineau, par exemple, qui nous fait sur la partie méthanisation et compostage. Georgina, on t'entend pas très bien là. Molino. Moulineau. Voilà, C'est, pour ceux qui récupèrent tous les invendus alimentaires et les déchets bio pour en faire de la méthanisation. mais on Voire a du aussi- compost, hein. Ouais, parce qu'ils font aussi du compost. Ouais. Ouais. Vas-y, On a Georgina. aussi une SCOP qui nous fait des services de prestation de conseil. Donc ça peut aller vraiment dans tous les domaines. Et aussi, il y a des marchés qui vont être assez visibles, comme c'était le cas par exemple de village, la restauration de village, où là c'est un travail de concert entre un prestataire qui est Sodexo, qui s'engage à 15% d'insertion, donc parmi les mains qui vont cuisiner les repas et faire les services pour les athlètes. Donc 15% d'insertion dans la restauration, voilà, je vous invite à chercher des exemples, vous n'en trouverez pas beaucoup. Elisa, quand Typiquement, même, voilà. si tu en as quelques-uns. Voilà, non mais typiquement c'est répondre à des marchés, mais c'est aussi faire des mariages avec des grands groupes qui répondent au marché et qui vont s'associer, qui vont créer des consortiums avec ces entreprises de l'ESS. Donc par exemple, si on prend Sodexo, c'est vrai que des entreprises, enfin ils doivent, on l'a dit, nourrir des athlètes qui viennent de 206 pays qui vont chacun manger dans la nourriture de son pays parce que le jour de la compétition de votre vie, vous n'allez pas changer votre régime alimentaire. Donc dans sa nourriture et de manière diététique et aux bons horaires et dans le même endroit. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel qui n'est fait que dans les JO en fait. Il n'y a aucun autre événement qui a cette exigence-là. Et en même temps, dans le 93, il y a des cuisiniers du monde entier qui sont Oui, c'est vrai, culturellement, oui. voilà, de tous les pays qui sont arrivés en France, qui souvent habitent pas du tout loin du village olympique et qui vont pouvoir, qui travaillaient pas forcément chez Sodexo, mais peut-être dans des entreprises d'insertion et qui du coup vont pouvoir non seulement travailler pour les Jeux, ils vont en avoir une fierté. Et donc pour tous les habitants autour, c'est vraiment important de participer à la réalisation de ces grands Jeux, mais en plus... Eh ben, ils apprennent aussi un métier et ils travaillent avec une grande entreprise voilà, qui va permettre aussi de développer leurs compétences. Merci. Il y a aussi le fait de faire des structures qui restent justement, on parle du 93, le centre nautique, ça n'a pas été un hasard s'il a été construit à Aubervilliers. Enfin, il y a aussi les gens qui ne savent pas nager qui pourront bénéficier des structures. Ce n'était pas prévu, mais on peut parler quand même de cette partie héritage. Il y a aussi des méthodes et des ressources qui vont être laissées, que nous laisserons ensemble pour la suite. Par exemple, au niveau de méthode, tu le disais, Elisa, effectivement, nous avons, une stratégie responsable des achats. D'ailleurs, on n'a pas une stratégie des achats et une stratégie responsable. C'est la seule et unique stratégie des achats. Elle est entièrement responsable et 100% des achats doivent s'y plier. Et c'est là où les côtés sociaux, à la fois l'innovation sociale, l'insertion, ils font partie des piliers, tout comme l'économie circulaire, au le respect du climat et de l'environnement. Donc, on s'impose, en fait, que dans chaque cahier des charges, il y ait des composants d'économie sociale et solidaire, dans la mesure où l'économie sociale et solidaire est capable de répondre. Et c'est là tout le travail phénoménal qu'on fait avec vous, parce que pour pouvoir donner sa chance à l'ESS, il faut comprendre ce que l'ESS peut donner, et il faut aussi parfois l'accompagner, et c'est ce qui fait son ESS 2024, qui parfois nous alimente, en fait nous dit, sur tel secteur, il y a tel et tel acteur qui peut faire ça, ça, ça et ça, ce qui nous a permis de mieux adapter nos cahiers des charges, pour que justement, parfois, ce soit les grands groupes qui aillent chercher ces acteurs pour répondre à des marchés qui sont très visibles. Vous allez les voir prochainement, certaines avec beaucoup d'impact et qu'on espère vont laisser aussi des capacités à ces entreprises de pouvoir perpétuer après les Jeux ces activités. Alors peut-être un exemple, un autre exemple auquel je pense là, parce que c'est comment justement... la capacité d'innovation qu'ont apporté les Jeux. On a eu, il y a 4 ans, 4 jeunes architectes qui sont venus nous voir en nous disant nous, on a inventé un nouveau marbre de plastique. Ils étaient partis en vacances au Sénégal, ils avaient vu toutes ces bouteilles de plastique sur les plages, et donc c'était leur travail d'école. Ils ont inventé un marbre de plastique. Ils ont monté une société, on les a aidés à créer cette structure qui s'appelle SAS Minimum.
Et ils se sont développés. Et aujourd'hui, on a pu les mettre dans ces groupes avec tous ceux qui postulaient pour répondre à l'ARENA qui est portée par la métropole du Grand Paris, donc tous les consortiums des futurs. Et finalement, ils ont été sélectionnés. Et donc, tous les sièges de l'ARENA 2 et du centre aquatique seront fabriqués en marbre de plastique fait par cette structure. Qui sont très beaux d'ailleurs. Qui sont sublimes. On peut et les qui voir au sont Cano. faits en bouteilles de plastique recyclées de la région parisienne, et qui est une manière de trouver un débouché circulaire à ces milliers de bouteilles de plastique. Je fais juste un peu teasing, mais c'est vrai qu'au Cano, dans tes locaux, on peut voir pas mal de solutions des acteurs de l'ESS et de l'économie circulaire. Donc si vous voulez visiter, je pense que c'est... Tout à fait. Le 24 septembre, on est déjà ouvert et vous pouvez voir tout le mobilier justement qui a été accompagné en économie circulaire et qui est au Grand Palais éphémère aussi. Et puis qui est aussi au Pulp, voilà. Et vous pouvez le visiter, la maison 100% rénovée en économie circulaire. Et si je peux rajouter aussi, pour ceux qui sont dans la salle, ils sont intéressés, toutes vos ressources, toute cette information, elle est sur le site d'ess2024.org. Donc n'hésitez pas à y aller. Il y a énormément d'informations pour chaque secteur. On a ce qu'on appelle les cahiers d'impact. Donc vous pouvez trouver des solutions, des exemples et bien sûr les bons contacts pour vous inspirer, pour utiliser dans votre quotidien si c'est quelque chose que vous pouvez mettre déjà en valeur. Oui, Paris 2024, et ça c'est remarquable, tout son sourcing est en open data. Donc vous pouvez avoir accès à tout le sourcing des solutions à travers ces cahiers d'impact, et c'est vrai que c'est la première fois que c'est fait. Merci, on va continuer à parler d'inclusion, sujet qui est cher à Riyad. Alors c'est le moment où la technique ne nous lâche ou pas. Je croise les doigts. Est-ce que Riyad, tu nous entends ? Je vous entends. Est-ce que tu nous vois ou est-ce que nous on ne te voit pas encore, mais si on démarre la vidéo, peut-être. Vous mettez votre dreadille. Ça devrait. Alors moi je vois une affiche qui s'appelle. Ben voilà, on te voit. Tu es un grand écran, donc je te présente. Tu es un athlète, un champion. D'abord, tu es en train de faire des championnats, là tu vas nous raconter ça, à Londres. Et tu es surtout membre du conseil d'administration des JO olympiques et paralympiques. Donc, comment je ne sais pas si tu as pu assister à tout, mais d'abord, comment tu réagis à ce qui a été dit ? Et je sais que tu parles souvent, quand tu parles des JO 2024, de révolution dans le monde sportif. Alors, qu'est-ce qui est vraiment une révolution pour toi et qu'est-ce qui fait qu'on est dans une nouvelle ère de l'organisation de ce type d'événement ? Alors bonjour à tous, désolé. Alors là je suis à Cardiff, à 3 heures de Londres pour un tournoi des 4 nations. On prépare le mois prochain les championnats du monde de rugby fauteuil au Danemark. J'ai entendu beaucoup de choses, mais pas tout. Alors désolé si je loupe quelques grandes idées qui ont été développées. Moi je vais revenir au tout début de la candidature. Il y a eu une grande mobilisation populaire pour cette candidature. Ils ont fait un tour de France. L'organisation des Jeux a été vraiment partout en France pour essayer de faire émerger les grandes idées. Qu'est-ce qu'attendait le mouvement sportif ? Qu'est-ce qu'attendait le peuple français de ces Jeux ? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ce que vous entendez, là, les grands programmes sur l'environnement, sur le social, tout ça, ça a été des choses qui ont été quelque part même exigées. Parce qu'on ne voulait pas que ça soit encore des jeux qui soient des jeux bling-bling et qui ne restent rien et que les citoyens n'aient pas vraiment accès à ces jeux. Et on le voit aujourd'hui dans la manière dont les jeux ont été organisés. On le voit sur le sujet du handicap, le fait que ça soit le même comité d'organisation avec le même logo, vous imaginez. Ça veut dire que souvent les structures, elles aiment avoir leur identité. Et là, on a fait en sorte que les deux structures, le CIO et le Comité paralympique international, aient le même logo pour cette candidature et ces Jeux. C'est quelque chose qui est révolutionnaire. Le fait de faire des Jeux inclusifs où on va chercher 25% des marchés dans le domaine de l'ESS, c'est révolutionnaire aussi. Ça n'a jamais été fait. Imaginez qu'une petite structure qui se lance, elle peut avoir des moyens parce qu'elle peut s'associer avec un grand groupe qui va croire en ce projet pour répondre aux exigences de cette économie sociale et solidaire. On a quelque chose de fantastique. On a fait des programmes qui l'éducation nationale s'est saisie pour Génération 2024. On a des choses sur la culture.
qui était cher à Pierre de Coubertin. On réintègre cette notion-là et on la met à un niveau qui n'a jamais été mis. Donc, on pourrait donner dans chaque détail de ce programme des Jeux. Donc, au départ, sur la candidature et le début de ces Jeux, c'était le partage. Et là, maintenant, c'est l'ouverture. On est ouvert à tous. Le fait de faire une cérémonie d'ouverture à l'extérieur, un truc de fou, sur la scène. Vous imaginez l'organisation, la sécurité, tout ça, pour pouvoir permettre à des gens de venir voir cette cérémonie d'ouverture gratuitement. Il va y avoir à peu près 600 000 personnes qui vont être là. Et je pense, quand je disais que ces Jeux étaient révolutionnaires, allaient changer le monde, parce que, évidemment, dans le modèle économique, on est dans le modèle économique du 3e millénaire. On va essayer de faire en sorte de prendre conscience que maintenant, la nature est notre partenaire et il faut respecter aussi son rythme, son cycle. Et donc, on va peut-être repositionner les choses pour continuer, évidemment, parce que la valeur argent dans ce monde, dans nos sociétés, elle est importante. Mais on va essayer de faire en sorte qu'on soit plus dans une économie de la vie. On ne va pas détruire juste pour faire plus de bénéfices, mais on va essayer d'accompagner le cycle de la vie pour pouvoir continuer à avoir une économie durable. Parce que sinon, on a beau avoir des grandes idées, ça ne fonctionnera pas. Donc ces Jeux est vraiment un moteur. Et il incarne sincèrement ces sujets. Alors, comme c'est tout nouveau, on ne va pas dire qu'on va réussir partout, je l'espère, mais en tout cas, l'intention est là. L'intention est vraiment là. Et après, petite parenthèse très, très personnelle, on est sur l'accessibilité. Alors, c'est vrai que souvent, dans l'esprit des gens, l'accessibilité, c'est quelque chose qui est les rampes, l'accès pour les aveugles, la langue des signes, tout ça. Mais on va sur une accessibilité universelle. Et pour moi, je me bats et je crois fondamentalement à ces Jeux. J'ai participé à 6 Jeux paralympiques auparavant. Il y a un avant, un après. Et l'accessibilité des esprits, l'accessibilité des mentalités, changer la culture du regard sur la différence, et particulièrement sur le sujet du handicap. Surtout chez nous en France, parce qu'on est très, très proche du monde du handicap. On a des très, très bonnes intentions, mais souvent, on ne met pas en place les bonnes méthodes. Et pour moi, les Jeux, je reviens à sa source, c'est le mouvement sportif, le sport, les Jeux. Ce qu'a relancé un petit peu Pierre de Coubertin, c'était d'avoir une trêve olympique pour faire la paix. Et on sait que dans le monde, qu'est-ce qui rassemble les hommes? La guerre et la paix. Et c'est pour ça que les Jeux, c'est les deux en même temps. C'est une guerre pacifique et c'est une grande fête populaire. Et je pense que de pouvoir utiliser les Jeux pour construire un futur, parce qu'on s'aperçoit à quel point, avec les nouvelles technologies, on est tous liés, même si on aime nos racines, on aime nos cultures, qu'il y a une nouvelle culture beaucoup plus noble qui est en train de se dégager, qui est la culture humaine. Et cette culture humaine, les Jeux la portent aujourd'hui, et je pense que ça va être la rampe de lancement pour l'avenir de l'organisation des grands événements sportifs. Donc c'est pour ça que je pense que ça va révolutionner, parce qu'en France, on ose, et quelque part, on a la légitimité, parce que nous avons relancé les Jeux olympiques modernes. Ben merci Riyad, on peut l'applaudir aussi pour ce message très engagé. On va prendre peut-être une ou deux questions, pas plus, parce que vous connaissez le format de Pro Durable, c'est toujours très short, donc j'ai 4 minutes. Donc si vraiment il y a une ou deux questions pressantes, c'est le moment ou jamais. Vous avez Riyad en visio, vous avez 4 grandes dames de l'environnement sur la scène. Est-ce qu'il y a des... Oui, allez-y. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Il y a un micro qui arrive sur le numérique. Vous parlez de numérique ? Oui, tout à fait. C'est le sujet du numérique. Je pense que les JO aussi, c'est un regroupement d'énormément de données, de traitement de données, de stockage de données aussi, et d'outils numériques qui sont développés, d'applications mobiles, etc. pour tout le monde. Je voulais savoir s'il y avait eu aussi une démarche vis-à-vis de ce numérique-là et les acteurs qui étaient rentrés en jeu. Voilà. On va prendre la deuxième question, comme ça tu répondras rapidement aux deux, parce que je pense que ça risque de te concerner, Georgina. Allez-y. Bonjour, Maëna de Ecovadis. Petite question sur la partie dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est la partie compensation. Vous avez parlé de réduction de 50%. Est-ce que vous pouvez nous parler des choix que vous avez faits en termes de compensation, comment la stratégie est développée et l'importance de cette stratégie? C'est bon? Alors, vas-y, Georgina. Ah, il y avait une dame qui avait une question aussi.
Je voulais savoir, vous avez parlé d'accessibilité, vous avez parlé de la RATP, mais est-ce qu'il y a aussi des discussions pour faciliter l'accès en train pour les principales villes européennes, par exemple ? Européenne, en tout cas française, parce que nous, on est concernés que, au niveau français. Déjà, je vais évacuer cela rapidement, parce que même si on ne peut pas avoir la prétention de résoudre tous les soucis de la France, donc on laisse à la RATP, à la SNCF et à tous les acteurs du transport de s'occuper justement de nous faciliter l'accès. Et c'est pour ça qu'il y a des discussions en cours pour faire en sorte que tout le monde, dans toutes les conditions, puisse accéder aux jeux. C'est pas simple, il suffit de prendre le métro à Paris pour se Ou de sortir d'un concert au Stade de France, c'est pour en transport en commun. Ouais. Sur la question du numérique, effectivement, c'est tout un enjeu. J'ai dit dans une ligne parce que sinon, après, elle me gronde parce que je prends trop de temps. Mais c'est très important pour nous, à tel point que nous avons créé, d'ailleurs je n'ai pas eu le temps de le dire, mais nous avons créé un comité, qu'on appelle le Comité pour la transition écologique des jeux, dont Nathalie fait partie en tant qu'expert sur l'économie circulaire, mais on a aussi un expert en numérique responsable. Donc c'est-à-dire à quel point c'est essentiel pour nous. Le numérique, c'est un des 6 métiers de livraison des jeux. Et il y a 2 grandes lignes de focus aujourd'hui pour nous de travail. La première concerne les équipements, donc comment réduire l'impact des équipements, comment on se source, voire parfois utiliser des équipements de seconde main, ou à minimum trouver une deuxième vie pour ces équipements. Londres, par exemple, les Jeux de Londres se sont retrouvés au lendemain des Jeux avec 20 000 écrans sous les bras. Voilà, pour nous, c'est juste hors des questions, et ce sont des exemples comme ça qui nous ont fait dire très très tôt qu'il fallait qu'on s'en occupe très tôt. Il y a aussi, et vous faites bien de le dire, la question de la data, de comment on va les générer. Certes, on est en train de travailler, on est loin d'avoir toutes les réponses. Il y a des petites réponses par-ci et par-là, des petits efforts qu'on a faits. Si vous regardez, par exemple, notre typographie, notre logo, ils ont été conçus pour consommer beaucoup moins d'énergie qu'une typographie habituelle. Donc on consomme 30% moins par la façon dont elle a été construite. Pareil, quand on imprime, on essaie de pas trop imprimer, mais il y a beaucoup de blanc et beaucoup moins d'encre. Voilà, c'est des petits détails comme ça, mais voilà, c'est la somme des détails qui peuvent, in fine, nous amener à montrer qu'on a fait des efforts considérables. Et puis, c'est le travail avec l'ensemble de nos partenaires. Là, il y a Orange, il y a Intel, il y a Atos. Voilà, il y a un paquet, Samsung, il y a un paquet de partenaires avec lesquels voilà, nous sommes en train de travailler. Dans la question technologique, vous savez, 2 ans, c'est beaucoup de temps. Donc, voilà, il y a encore deux pas sur la planche, mais très important pour nous. La compensation. Compensation, vaste sujet. Pour nous, c'était essentiel. Je disais déjà éviter de réduire. Ça, c'est le cœur de toute politique environnementale climatique. Éviter et réduire. Mais après, il y a des émissions qu'aujourd'hui, on ne sait pas éviter. Surtout quand on prend le scope 3. Ça, c'est aussi important. Dans notre approche climatique, cet engagement à faire la moitié que des jeux précédents, c'est scope 3 complet. C'est-à-dire les constructions que l'on fait pour le jeu. Donc on prend par exemple tous les villages, pas la quote-part du village qu'on utilise. On prend toute la construction. Et on prend aussi en compte 100% des spectateurs qui viennent, même si nous, on n'a pas le choix de moyens de transport. Donc on a fait nos estimations. Et c'est pour ça qu'on estime qu'avec beaucoup d'efforts, on devrait être en mesure de livrer ces jeux avec la moitié des émissions que les jeux précédents. Maintenant, ces émissions, justement, pour ne pas laisser des traces, il a fallu travailler sur la compensation. On n'aime pas trop les mots compensation, ça me fait un peu d'urticaire, je pense que vous aussi. Donc on préfère parler d'une contribution à la hauteur d'eux. Et cette contribution à la hauteur d'eux, on l'a structurée en 2 parties. Une première partie avec des projets, tout un programme qui a déjà été défini à l'international, pour lesquels voilà, les projets sont soit déjà en cours, soit ils sont en train d'être lancés pour être en mesure d'avoir les tonnes certifiées avec la qualité nécessaire, etc., en 2024 et après les Jeux. Donc ça, c'est les programmes internationaux. Et ensuite, on n'a que des projets certifiés. Donc certifiés, compatibles avec ce que les Nations Unies demandent pour être un projet valide. Donc c'est important parce qu'au niveau de la compensation, on peut trouver de tout aujourd'hui. Ensuite, il y a un programme national que nous avons lancé. Là, on est moins dans la recherche de volume de tonnes, mais on est plutôt dans l'accompagnement à l'émergence de projets
des contributions climatiques sur les territoires français. Vous savez, c'est quelque chose d'assez nouveau. On a pour cela lancé notre premier appel d'offres en avril de cette année. Et c'est le deuxième appel d'offres jamais lancé en France. Le premier, c'était la Caisse des dépôts en février de cette année. Donc, vous voyez, on est vraiment aux prémices de l'accompagnement en France pour des projets qu'on appelle label bas carbone, donc certifiés par les labels d'État. Donc voilà, j'essayais de faire vite, mais on peut en parler si vous voulez. Eh bien, on a tenu les temps. Je remercie le quatuor de grandes dames et notre solitaire. Et bonne chance pour le championnat, Riyad. J'espère que ça va aller.